Véronique, parce que je pense que Robert, on ne va pas le voir tout de suite. Oui. Donc, voilà, oui, vous m'entendez pas? Je n'ai pas l'habitude de parler au micro. Bon, ben déjà, merci d'être là et peut-être d'assister à cette deuxième conférence, la première étant assez intense. Donc, Véronique, qui nous fait le plaisir de venir jusqu'à nous, Véronique Mur, est ingénieure en agronomie tropicale et botaniste, spécialiste des plantes méditerranéennes. Avec l'actualité que nous avons, ça s'impose. Alors, elle a été responsable, je crois, tu me corrigeras si je dis des sottises, responsable des aménagements extérieurs du grand site du Pont du Gard. Depuis 2010, Véronique Mur exerce une activité de conseil en botanique, jardin et paysage. Elle a conduit l'étude sur le devenir des plantations du canal du Midi, participé à la création du jardin des migrations du Mucem à Marseille. Ça donne envie d'aller le voir. Et puis, elle a aussi participé à la réalisation des trames vertes et bleues de Montpellier-Saint-Étienne. Voilà. Hormis ça, je crois avoir entendu dire que vous aviez une grande sensibilité, bien sûr, pour le végétal. Et surtout, j'ai entendu tout à l'heure que vous saviez la partager, parce que c'est très généreux d'avoir instruit ce cours à Nîmes où 120 personnes peuvent aller toutes les semaines se former à la botanique. C'est un grand partage. Voilà, il y a aussi quelque chose que j'ai retenu, c'est que vous aviez été l'élève de Francis Allais, voilà, qui est venu faire une conférence ici au Puy, à la Maison pour tous à Brive, et qui est une personne très intéressante, celui qui a mené l'expérience du radeau des cimes. Du radeau des cimes. Tu peux en dire un petit mot rapidement pour expliquer ce que c'est à cette dame. Voilà, et puis je lui laisse la parole. Je crois que ça va être très intéressant, d'autant plus qu'on s'avance vertigineusement vers cet état de sécheresse. Voilà. Bien, bonjour. Effectivement, pour dire un mot de Francis Allais, en fait, c'est un... Vous avez vu, Catherine Laine en a parlé tout à l'heure, c'est un botaniste qui est à l'origine un botaniste tropicaliste, qui avait un laboratoire de botanique tropicale à Montpellier. En France, il n'y avait que 2 laboratoires de botanique tropicale, un à Montpellier et un à Jussieu. Et dans son laboratoire de botanique tropicale, Francis Allais accueillait des étudiants dont j'ai eu la chance et le plaisir de faire partie. Et il a travaillé sur des éléments qui ont fait vraiment avancer la botanique, dont un élément qui est la question de l'architecture des plantes. C'est Francis Allais, pas tout seul, mais avec un autre botaniste qui s'appelle Rolof Haldeman, qui ont inventé cette question de l'architecture des plantes qui, aujourd'hui, est devenue une discipline réellement de la botanique. Et il a travaillant dans les forêts tropicales, c'est lui qui aujourd'hui se bat pour la création d'une forêt primaire en Europe pour retrouver ces forêts-là, et il s'est battu toute sa vie sur les forêts primaires pour défendre les forêts primaires et les forêts tout court dans les zones tropicales et équatoriales. Et en constatant la difficulté de nous à l'échelle humaine, c'est toujours, et on va beaucoup en reparler, des questions d'échelle humaine à la fois spatiale et temporelle en fonction des échelles du végétal. Catherine en a déjà parlé un tout petit peu aussi. On voit bien qu'un des points d'incompréhension qu'il y a entre nous et le végétal, c'est cette question de l'échelle. Et dans les forêts tropicales, en fait, c'est un peu comme si vous preniez une forêt tempérée et que vous la montiez à 40 mètres de haut dans la canopée de la forêt tropicale. Et donc la difficulté pour les chercheurs et pour les botanistes, et pas que, pour toutes les personnes qui étudient les sciences du vivant, c'était d'aller étudier qu'est-ce qui se passe en haut, au-dessus. Et d'où le fait, pour en arriver à la réponse à votre question, je suis partie d'un peu loin, mais Francis Allais a inventé avec un architecte et un
Non, on va dire comme ça, des gens qui font des ballons. La possibilité d'aller se poser avec un ballon au-dessus de la canopée, d'y installer comme un grand tapis comment dire, j'ai le mot. C'est en grillage, c'est pas un grillage, c'est un filet, merci. Un grand tapis en filet entouré de boudins, donc qui soit très léger, qui permettait aux chercheurs d'établir leur camp là. Et c'est ce qui a été appelé le radeau des cimes en fait. Et à partir de là, il y a eu vraiment beaucoup d'avancées, de découvertes à la fois de la flore, de la faune, sur la biodiversité des forêts tropicales. Je ne sais pas si j'ai répondu de manière un peu large oui, on va revenir à votre question. Alors, moi je suis botaniste aussi. J'ai eu la chance de faire mes études dans le laboratoire de Francis Allais. Donc je suis à l'origine botaniste tropicaliste. Mais la vie m'a amené à essentiellement exercer en Méditerranée. Aujourd'hui, je suis spécialisée sur les questions de flore méditerranéenne. Mais de mon expérience avec Francis Allais, je garde quand même une sensibilité à l'arbre et à la forêt qui est assez grande. Et donc, un de mes focus, c'est de travailler sur les arbres et les forêts méditerranéennes. Ce que j'ai eu envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que c'est vraiment une question d'actualité, c'est la question des changements climatiques. Et justement, c'était très bien que Catherine termine sur cette question-là du végétal local, parce que peut-être que moi, je vais vous dire un peu autre chose aussi, ou du moins autrement, sur la question de la relation entre les arbres et les changements climatiques. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on plante? Qu'est-ce qu'on plante? Alors c'est vrai pour les jardins, c'est encore plus vrai dans les villes, parce que vous avez vu que aux dernières élections municipales, on a eu une sorte de pas de concurrence, mais d'accumulation de promesses électorales de maires qui allaient planter, qui 50 000, qui 1 million. Là, on discutait tout à l'heure, Bordeaux a promis 1 million d'arbres, Montpellier 50 000. Et aujourd'hui, ces maires se retrouvent avec l'obligation de tenir ces promesses électorales. Et c'est pas si évident que ça, à notre époque, de se dire déjà comment planter, c'est aussi une des questions qu'on va aborder, mais quelle espèce planter, sachant que si vous réalisez un arbre, on revient à cette question des échelles temporelles et spatiales, mais un arbre, quand vous le plantez, c'est pas comme une vivace, c'est pas pour quelques années, c'est pour plusieurs dizaines d'années, voire on aimerait bien que dans les villes, les arbres puissent durer des siècles comme en milieu naturel. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous plantez un arbre qui va être adulte dans un climat complètement différent de celui dans lequel vous plantez. Donc à la fois, l'arbre va devoir, mais vous avez compris qu'ils étaient intelligents aussi, donc qu'ils savaient faire, mais un arbre va devoir pousser dans un climat dans lequel il ne sera pas du tout quand il va être adulte ou dans le cours de sa vie. Et donc ce qu'on va voir dans la présentation que je vous ai préparée, c'est déjà comment font les arbres méditerranéens pour être adaptés à une typologie de climat. C'est le climat qu'on vous promet ici. Et donc, on va dérouler en premier lieu, déjà, qu'est-ce que c'est le climat méditerranéen? Qu'est-ce que c'est cette région méditerranéenne et ces arbres méditerranéens? Voir comment ils s'adaptent, voir quel est l'impact
sur l'ensemble de la végétation, des arbres, hein, toujours, de ces changements climatiques, et de se dire, mais est-ce que les arbres, jusqu'où ils vont pouvoir aller, et comment ça va se passer entre l'évolution du climat et l'évolution des palettes végétales. Donc je vous propose qu'on y aille. J'ai quelques chiffres, c'est pour ça que j'ai pas de mémoire et j'ai des chiffres, c'est terrible ça. Et donc c'est pour ça que j'ai quelques papiers. Alors, d'abord pour revenir à la Méditerranée, c'est où, c'est quoi? Globalement, vous voyez, c'est pas très loin d'ici. Mais Georges Duhamel, en 1918, il dit c'est la Méditerranée, donc où l'olivier renonce, pour dire la phrase exacte, où l'olivier renonce, finit la Méditerranée. Vous pouvez le prendre à l'inverse. Et à l'inverse, c'est ce que disait l'historien Fernand Braudel, qui, dans son ouvrage La Méditerranée et le monde, donc en 1949, quelques années après, il dit « La Méditerranée court du premier olivier atteint quand on vient du nord, au premier palmier qui surgit avec le désert. Olivier et palmier y montent une garde d'honneur. » Et donc on sent bien que ce qu'on appelle en écologie l'ère de l'olivier, qui a été cartographiée par Charles Flahault avant donc, les deux citations que je vous ai données en 1887, on voit bien comment se positionne cette ère de l'olivier qui fait office en fait de délimitation de l'ère méditerranéenne. Alors, la Méditerranée et tout son cortège, vous savez, quand on parle de méditerranéen, on parle à la fois d'une ère biogéographique, on pourrait le dire comme ça, on parle d'un climat, on parle d'un type de végétation, mais tout ceci est une construction assez récente en fait, hein, du 19e, la Méditerranée. L'objectif, c'est pas d'en parler là, mais de rentrer un peu dans ce que c'est à la fois donc cette ère biogéographique que vous avez là, mais moi ce que j'aime bien, la manière dont j'aime bien rentrer dans la Méditerranée, c'est vraiment par le climat, parce que ce climat, il va nous donner toutes les conditions, en fait, c'est pas les seules, mais c'est des conditions vraiment importantes dans lesquelles les plantes vont devoir évoluer. Alors, j'aime bien, vous n'êtes pas très très nombreux, donc honnêtement, on peut échanger, hein, n'hésitez pas à intervenir. Mais moi, j'aimerais bien vous poser la question, pour vous, c'est quoi le climat méditerranéen? Chaud et sec. Chaud et sec. Bien au printemps, c'est ça? Pluvieux, ouais. Dans l'hiver. Pluvieux l'hiver. Pluvieux l'hiver. Et aussi à l'automne. Ouais. Donc ça fait pluvieux à l'automne, au printemps, l'hiver. C'est pas des précipitations courtes, c'est-à-dire il va pleuvoir une semaine et après il fait sec. Ouais. C'est pas la normalité. C'est ça. Mais en fait, en Méditerranée, par exemple, moi je suis nîmoise, à Nîmes, il pleut autant qu'à Paris. 750. Bon, c'est les 750 de quand j'étais jeune, hein, que je garde toujours, mais 750, mais pas répartis pareil. Effectivement, les précipitations sont réparties essentiellement au printemps, mais surtout à l'automne, et elles sont réparties en trombes, c'est-à-dire qu'il pleut beaucoup à un seul moment, ce qui n'est pas toujours utile pour la végétation, parce qu'il y en a trop à la fois. Mais réellement, la définition, ce qui va caractériser le climat méditerranéen, c'est que vous avez dit spontanément, c'est le chaud et le sec. Et moi, j'aime bien insister sur quelque chose qui est vraiment cette alliance du chaud et du sec. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est le seul climat, à part le climat désertique, qui allie la sécheresse et la chaleur. Dans tous les autres climats de la planète, la saison sèche, c'est la saison froide, et la saison
pluvieuse, c'est la saison chaude. Et donc là, on a en quelque sorte une double peine, qui est que non seulement les arbres ont chaud, et donc ils vont avoir tendance à perdre de l'eau par transpiration, mais en l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, eh bien, il fait sec, et donc il n'y a pas cette eau-là. Donc, on va voir comment cette alliance du chaud et du sec en été, comment c'est passé par les plantes. Et ça va être quelque chose d'extrêmement important. Et on est dans une manifestation de jardin, et donc j'aime bien faire le lien avec nos jardins, parce que ce dont on a l'habitude dans nos climats tempérés, c'est que la mauvaise saison, ce soit l'hiver. Et l'hiver, ça ne nous dérange pas d'avoir des jardins qui soient au repos, avec des arbres qui ont plus de feuilles, par exemple, des plantes qui vont se mettre sous terre pour se protéger du froid. Et donc, nos esprits, notre représentation du jardin, elle est complètement habituée au fait que la mauvaise saison, c'est l'hiver. Eh bien, pas du tout en Méditerranée. En Méditerranée, la mauvaise saison, c'est pas l'hiver, parce que l'hiver, il peut faire assez doux, qu'il peut y avoir de l'eau, mais c'est l'été. Et ça, dans nos sociétés, et moi j'aime bien dire dans nos sociétés des congés payés, c'est extrêmement compliqué de se redonner une vision du jardin au rythme de la végétation. Ça arrive un peu, et c'est urgent que ça arrive, parce que vous allez voir, ça va faire complètement partie de cette question de comment on va adapter nos jardins et nos paysages, comment ils vont s'adapter à l'évolution climatique, sachant qu'on va le voir aussi, cette situation méditerranéenne, les prévisions la font évoluer sur le territoire. Ce qui veut dire donc que, pourquoi je fais ce lien avec les congés d'été, parce que l'été, pour nous, c'est la saison où on est en vacances, où on aime bien aller visiter des jardins, par exemple, et qu'on a beaucoup de mal à comprendre qu'en Méditerranée, ces jardins, en été, ils sont au repos. Aucune plante méditerranéenne ne va fleurir en été. Aucune plante méditerranéenne ne va exposer un feuillage qui soit épanoui en été. Toutes les plantes méditerranéennes vont se protéger contre la chaleur et contre la dessiccation avec des stratégies que je vais vous présenter là, mais qui sont des stratégies essentielles pour la survie de ces plantes méditerranéennes. Alors, avant de rentrer dans ces stratégies des plantes, je voulais vous aborder un autre élément de ces paysages méditerranéens, qui sont que le paysage en Méditerranée est ce qu'on appelle un paysage en mosaïque. Depuis plus de 2000 ans, l'homme façonne les paysages méditerranéens. On peut revenir sur la question du concept de la nature. Qu'est-ce que c'est que la nature aujourd'hui ? Mais l'homme façonne ces paysages méditerranéens à travers, alors c'est pas très judicieux d'avoir mis un fond vert parce que du coup vous ne voyez rien, mais à travers ce qu'on a appelé l'agro-silvopastoralisme, c'est-à-dire à la fois l'agriculture bien sûr, mais aussi la sylviculture, le bois. Là aussi nos sociétés sont souvent amnésiques, mais jusqu'à l'arrivée du pétrole et à l'échelle de l'homme, cette arrivée du pétrole, elle est tout à fait récente, mais jusqu'à l'arrivée du pétrole, le bois a constitué notre énergie principale,
Et donc, on a exploité des bois de manière importante. Et donc, il n'y avait pas d'arbres, ou peu d'arbres, parce que les rotations sur les forêts, de coupe des forêts, étaient extrêmement importantes. Et bien sûr aussi le pastoralisme. Et donc, cet agro-silvopastoralisme a fait naître des paysages en mosaïque. Alors, comme les gens me disaient que c'était pas très clair ce que ça voulait dire, mon histoire de mosaïque, j'ai essayé de mettre une mosaïque dessous, mais vous pouvez m'arrêter si vous ne voyez pas bien quel est ce concept de mosaïque. Je vous le remontre sur d'autres images, mais vous voyez qu'on est souvent sur du petit parcellaire dans les paysages méditerranéens. Je vous parle de tout ça parce que ça va avoir une importance après pour la suite de ce que je vais vous dire. Mais sur du petit parcellaire, là on est déjà dans des stades d'abandon de l'agro-silvopastoralisme et de reconquête par le végétal des paysages. Donc vous voyez avec une dynamique qui commence à se faire jour, notamment du pin d'Alep, qui est l'arbre pionnier, qui est l'arbre pré-forestier, on pourrait dire, à partir duquel s'installera ensuite d'autres paysages en mosaïque, dans lesquels vous voyez bien ces composantes à la fois agricoles. Alors pastorales, on ne les voit plus trop parce que ça fait longtemps que le pastoralisme n'est plus là, et puis forestier. Et donc, aujourd'hui, en Méditerranée, on est dans une reconquête de la forêt. C'est important de le dire parce que cette vision de la forêt qui disparaît, je pense que vous, ici, vous êtes dans une région où c'est un peu le même cas qu'en Méditerranée. C'est-à-dire on a plutôt une reconquête forestière. Et en Méditerranée, le pin d'Alep, qui est un pionnier, qui est un arbre qui aime venir s'installer sur les parcelles, les anciennes parcelles agricoles, eh bien, il gagne du terrain. Alors, ça fait partie des chiffres que j'avais notés. Donc, il est passé en 125 ans, c'est-à-dire depuis 1878 jusqu'à 2003, le pin d'Alep est passé de 36 000 hectares en Méditerranée à 244 000 hectares. Donc vous voyez la progression de cet arbre-là, qui est donc un pionnier important, que l'on voit partout, mais si on le voit partout, c'est aussi parce qu'il s'installe sur les terres délaissées par l'homme, et donc les terres qui sont principalement aux abords des communes, donc celles qui sont le plus perceptibles. Pour autant, d'après les chiffres de l'IFN, l'Institut forestier national, eh bien, c'est pas lui c'est pas le pin d'Alep qui est l'essence dominante en Méditerranée. L'essence dominante, ça reste le chêne vert, que l'on retrouve avec sur 440 000 hectares, donc le double pratiquement, un peu moins, mais du pin d'Alep, et le chêne blanc qui devance à peine le pin d'Alep avec 280 000 hectares. Donc, je vous donne ces chiffres parce que vous avez ici le trio de tête des arbres méditerranéens, donc chêne vert, chêne blanc, donc chêne vert Quercus silex, chêne blanc Quercus pubescens, et le pin d'Alep, donc qui forme ce cortège des arbres et des paysages méditerranéens. Et donc voilà, pareil, j'ai essayé d'être un peu plus explicite sur ce que c'est cette notion de fermeture, qui est une notion aussi controversée. Peut-être c'est juste notre vue de l'esprit, mais en tout cas, quand on dit qu'un paysage se ferme, c'est qu'on passe d'un paysage ouvert, comme une garrigue ouverte, ou ici un champ, à un paysage qui devient forestier. Donc voilà des dynamiques de fermeture sur abandon, avec, ici vous voyez, c'est une vigne, vous arrivez à percevoir, ça ne marche pas, mais excusez-moi.
pas dans le bon sens. Donc vous arrivez à percevoir que la vigne a été arrachée il y a quelques années, et le pin d'Alep qui arrive derrière rapidement en reconquête. Ce qui veut dire qu'il y a là, clairement, en Méditerranée, on est dans un processus de reconquête par certaines essences suite à un abandon de l'agriculture et du pastoralisme. Et cette reconquête, voilà, de la même manière sur d'anciennes terrasses, vous voyez très bien que le pin d'Alep va petit à petit recouvrir ces terrasses. Et au final, on ne verra plus du tout l'emprise de l'homme sur ces terrains, si ce n'est à la présence du pin d'Alep, qui montre en fait une dynamique forestière assez jeune et pionnière. Je demandais quelque chose. L'abandon par les agricultures, c'est à cause de quoi? Alors, l'abandon, elle s'est fait dans les années 70 par une exode rurale, en fait, un peu comme partout, avec les populations rurales qui vont dans les villes et qui délaissent en fait toutes ces agricultures de pente. On n'est que sur ce dont je vous parle, on est sur des agricultures de pente, sur des agricultures d'arrière-pays, pas sur les agricultures de plaine. Mais à l'échelle de la Méditerranée, beaucoup de territoires sont ces territoires de pente, un peu l'image traditionnelle des terrasses méditerranéennes. Alors rien à faire avec la chaleur, le climat? Non. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi je commence par vous parler de cette question-là? C'est que, du coup, ce que vous réalisez à travers ça, c'est que le paysage méditerranéen, tel qu'on l'a aujourd'hui, et les formations végétales méditerranéennes telles qu'on les a aujourd'hui, sont des formations extrêmement jeunes, qui sont issus de, à la fois cet abandon des cultures, mais aussi de l'abandon de l'exploitation du bois. Donc on n'arrive pas dans une situation, on va arriver là à la question des changements climatiques. Pour l'instant, ce que je vous montre, c'est qu'on est dans une situation d'évolution de ces paysages qui, jusqu'à présent, n'étaient pas liées aux conditions climatiques, mais étaient liées aux conditions sociologiques, en fait. Et c'est une transformation extrêmement importante qui amène d'autres facteurs, comme celui du risque feu, qui est un facteur important. J'ai choisi de ne pas vous parler pour ne pas tout mélanger, mais ce que je voudrais positionner à la base, c'est que ces changements climatiques, ils arrivent à un moment où déjà les paysages méditerranéens sont dans un changement profond du fait de l'abandon des usages dans ces paysages-là. Et que ce qu'amène le changement climatique, en fait, c'est une bascule totale de la tendance évolutive dans laquelle s'étaient retrouvés les paysages méditerranéens depuis 50 ans. C'est ça qui est compliqué, et c'est ça qui est, je le dis à la fois lentement et doucement, pour pas que ça devienne trop complexe, mais ce que je trouve intéressant, c'est de se repositionner dans cette complexité, pour se redire en même temps, si vous vous mettez à la place, j'aime bien faire comme Catherine Laine, c'est-à-dire mettez-vous à la place des arbres, ils se retrouvent à affronter un changement climatique dans une dynamique qui était à peu près inverse jusqu'à aujourd'hui.
si ça devient trop compliqué. Alors, revenons à cette notion du climat méditerranéen. Qu'est-ce que font les arbres méditerranéens face à cette sécheresse et à cette chaleur estivale? Je suis sûre que vous avez tous en tête je ne vais pas vous poser la question parce que c'est écrit. C'est en général ma spécialité de poser la question et d'avoir la réponse qui est déjà affichée. Mais les arbres méditerranéens, vous le savez, souvent des gens plus au nord, ils rigolent des forêts méditerranéennes parce qu'ils disent non mais vous appelez ça une forêt, mais c'est pas une forêt. En général, les arbres ils font moins de 7 mètres de haut en Méditerranée. Donc des pores petits, des feuillages persistants. Pourquoi des feuillages persistants? Eh bien, en liaison avec ces questions climatiques qui sont d'avoir des hivers relativement doux et humides et par contre des étés qui forment la mauvaise saison, eh bien c'est avantageux de garder son feuillage parce que quand vous perdez votre feuillage, si vous êtes un arbre, eh bien vous ne pouvez pas saisir la moindre belle journée pour vous remettre en activité et gagner du temps, prendre un peu d'avance par rapport au printemps et l'été qui va vite arriver. Donc garder son feuillage en hiver pour des arbres méditerranéens, ça leur permet de se remettre en activité et donc de prendre de l'avance au printemps par rapport à des dormances estivales. Des feuilles petites et coriaces, on va revoir l'avantage de ça. Et à l'inverse, des racines extrêmement profondes et qui vont faire en fait, c'est un peu l'image de l'iceberg, où un arbre en Méditerranée, eh bien, sa partie aérienne, elle va être beaucoup moins importante que la partie souterraine, qui, elle, va être capable d'aller chercher l'eau loin, en fait. Donc, juste quelques images pour illustrer ces éléments-là. Pour vous confirmer, là, on est à l'automne, sur une chaînée. Vous voyez que seuls quelques arbres vont être rougissants. Pour plus de précision, si on prend les 705 espèces méditerranéennes qui sont arbustives ou arborescentes, seules 12 ont un feuillage caduc. Donc vous voyez bien que la question de la permanence du feuillage, c'est vraiment une des particularités, une des constantes des arbres méditerranéens. Quand on dit feuillage permanent, et j'insiste sur la question, c'est pas du tout feuille permanente. J'insiste bien parce que le feuillage permanent, il est composé de feuilles avec des cycles de vie bien réglés comme toutes les autres feuilles, même des arbres à feuillage caduc. Simplement, la durée de vie d'une feuille, elle est supérieure au rythme de renouvellement des feuilles ou au rythme d'apparition des feuilles. Donc, dans un feuillage persistant, vous avez plusieurs générations de feuilles, mais les feuilles vont tomber à une date, à une époque extrêmement précise. Et en Méditerranée, comme par hasard, les feuilles vont tomber plutôt en été, à une époque où c'est avantageux pour la plante de se pailler le pied en même temps qu'elle perd ses feuilles. Mais elle ne va pas perdre toutes ses feuilles, elle va perdre une génération, qui en général, les feuilles -2, la génération -2 ou -3, qui vont rester... Ça va, ça? Et donc, dans les petits arbres ou les arbustes, mais là, en l'occurrence, ce sont des petits arbres qui perdent leur feuillage, il y a le pistachier térébinthe, par exemple, ou l'érable de Montpellier. Donc, voilà des chênes verts. Alors,
Les chênes verts en Méditerranée, pour illustrer ce que je vous ai dit jusqu'à présent, vous trouvez aucune futée de chênes verts en Méditerranée. Vous allez trouver que des taillis, c'est-à-dire des forêts d'arbres qui ont été exploitées. Il n'y a aucune forêt en Méditerranée qui n'a pas été exploitée. Toutes l'ont été, ce qui veut dire que ces arbres-là, quand ils affrontent aujourd'hui les changements climatiques, ce sont déjà des arbres qui ont dû affronter des années et des années, excusez-moi, je vais partir, des années et des années d'exploitation. Donc avec des feuilles petites et coriaces. On va revenir sur l'intérêt de ces feuilles-là. Ici, le pistachier lentisque, qui pour moi est un des champions de la Méditerranée aujourd'hui. Les pistachiers lentisques qui sont absolument extraordinaires. En plein été, ils vont rester d'un vert franc et sans montrer le moindre signe de souffrance, entre guillemets. Le cadre ici, Juniperus oxycedrus, donc là vous voyez que les feuilles sont réduites vraiment à des aiguilles, donc comme ici l'arbousier. Ce que je ne vous ai pas dit dans l'adaptation des arbres méditerranéens au climat et à cette sécheresse et à cette chaleur estivale, c'est qu'on a du coup une très grande diversité de cycles de vie en Méditerranée. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des plantes qui s'ajustent toutes sur 6 mois de bonne saison et 6 mois de mauvaise saison, entre guillemets, 6 mois de bonne saison qui sont printemps et été, et mauvaise saison qui sont automne avec du déclin et mauvaise saison en hiver, on va avoir le climat méditerranéen, il saucissonne l'année en période de 3 mois. Et de ce fait, les plantes adaptées au climat méditerranéen vont non seulement avoir des adaptations qui sont morphologiques, avec on a vu le port, les feuilles et les racines, mais aussi des adaptations liées à leur cycle de vie. Par exemple, l'arbousier, qu'est-ce qu'il fait ? Il fleurit à l'automne, donc l'automne c'est la bonne saison, comme le printemps en Méditerranée, et il va mettre 1 an à maturer ses fruits pour avoir des fruits mûrs à l'automne suivant, ce qui fait que l'arbousier présente cette chose qui est assez remarquable, d'avoir des fleurs et des fruits en même temps. Mais ça, c'est une des adaptations au climat méditerranéen, de tout faire à l'automne. D'autres plantes, comme les bulbeuses par exemple, vont tout faire au printemps et disparaître en été. Donc cette adaptation, cette grande variété des cycles de vie est aussi une des... Vous savez qu'on dit que les végétaux méditerranéens, les plantes méditerranéennes sont des championnes en termes de biodiversité, que la Méditerranée c'est un hotspot de biodiversité. C'est pas que en nombre d'espèces, c'est aussi en diversité des cycles de vie. Donc le chêne blanc, qui lui, en termes de feuillage, est marcescent, c'est-à-dire qui garde ses feuilles roussies en hiver et elles vont tomber au moment du renouvellement des nouvelles feuilles. Et puis notre fameux pin d'Alep, ce pionnier qui aujourd'hui peuple nos paysages plutôt anthropiques de Méditerranée. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur le pin d'Alep que je ne vais pas aborder ici, mais en tout cas on voit que c'est un arbre qui est vraiment en reconquête de ces territoires délaissés par l'homme.
Alors, rentrons dans maintenant qu'on a vu les plantes méditerranéennes, rentrons dans cette question Moi, j'aime bien parler de crise aujourd'hui, plutôt que de changement climatique. Je crois qu'aujourd'hui, il faut l'affirmer telle qu'une crise, parce qu'on s'est trop habitué à cette question de changement. Et je crois qu'il faut passer, comme cette crise climatique elle est passée, à une vitesse supérieure. Je vous ai remis ça, vous le savez par cœur, je ne vais pas vous le commenter, vous ne voyez pas bien les chiffres, mais là, on est donc sur les écarts à la référence depuis 1900. Et voilà, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas la peine de vous faire d'autres dessins. Donc s'il y a des gens qui doutent encore de ce qui se passe, eh bien, voilà, il suffit de regarder les chiffres. Et donc ça, c'était les schémas d'avance, c'est ce qui s'est déjà passé. Et ça, ce sont si on se remet à nous aujourd'hui, on est par ici, donc ça, ce sont les prévisions du GIEC. Et vous savez qu'il y a différents scénarii, en fonction de nous, ce qu'on va être capable et de faire, ou ce qu'on va vouloir faire ou pas. Donc, ces schémas-là sont l'augmentation du risque de sécheresse caniculaire. Et ce mot-là, sécheresse caniculaire, là, on n'est plus dans la Méditerranée. On est sur les prévisions globales. Mais vous voyez qu'on couple ici ce qui fait la caractéristique du climat méditerranéen. C'est-à-dire coupler à la fois les canicules et la sécheresse. Et donc vous allez voir ce que ça implique pour la suite. Alors, c'est ce qui s'est déjà passé. Je ne vous parle pas des prévisions, on revient à ce qui est déjà en cours. L'impact physiologique pour les arbres, c'est quoi? C'est l'avancement du débourrement des floraisons et des feuillaisons. Vous l'avez constaté, donc un allongement des périodes de végétation et de floraison, donc un retard de fin de végétation également, qui induit des saisons de végétation plus longues. C'est une augmentation de la productivité des arbres du fait de l'augmentation du taux de CO2. Vous savez que les arbres ont besoin du CO2 et on le sait bien parce que justement, on se dit, pour nous c'est chouette, mais pour eux, ils ont besoin du CO2 pour alimenter la photosynthèse. Mais c'est aussi une vulnérabilité plus importante, et ça aussi, on l'a vécu ces dernières années, aux gelées tardives. Parce que plus les arbres vont débourrer tôt, plus ces jeunes pousses ou ces floraisons, quand arrivent les gelées tardives, vont avoir un impact négatif, et vous l'entendez tous les jours, si ce n'est que vous le vivez, eh bien, des pertes pour les agriculteurs, notamment de production du fait des gelées tardives, mais c'est vrai pas que pour les arbres producteurs, c'est vrai aussi pour tous les arbres qui nous entourent. Et donc, le paramètre sur lequel je voulais le plus insister, ce sont les canicules et stress hydriques estivaux dont on a vécu récemment, 2003, mais aussi 2018, 2019, 2020. Il n'y a que l'année dernière où il y a eu un répit, mais on a eu ces temps de canicule et de stress hydrique qui, ma foi, nous rapprochent du climat méditerranéen. Donc ça, c'était juste pour illustrer par des chiffres ces débourrements précoces. Vous voyez que pour les poires William, par exemple, entre 1962 et 2002, on a eu un avancement du débourrement en moyenne du 20 avril au 21 mars. Donc on a à peu près un mois d'avancement du débourrement.
Donc ça, ce sont des choses qui sont là, hein, qui sont chiffrées, calculées. Et vous voyez que plus on avance, plus on se rapproche des périodes de gel, hein, qui vont avoir un impact négatif sur les floraisons. La date moyenne des vendanges, donc floraison passée, on a la répercussion sur la production également. Les dates moyennes de vendanges entre la décennie 65-74 et la décennie 2010-2019 ont avancé de 18 jours. Hein, donc ça, également, ce sont des choses qui sont en cours. Donc voilà un schéma qui dit la même chose. Hein. Là, c'est une évaluation. Alors, il y a d'autres schémas vignoble par vignoble, mais les courbes sont corrélées, en fait. Alors, si on en arrive à cette question de canicule et de stress hydrique estivaux, qu'est-ce que ça amène à nos arbres, en fait? On n'est plus là sur les arbres purement méditerranéens, mais on est sur les arbres dans leur globalité. Quel est le risque que ces sécheresses et dans des périodes de canicule amènent? Je vous l'ai dit, c'est la canicule, ça va amener l'arbre à transpirer de manière assez forte. La sécheresse, pas d'eau. Et en fait, là, il faut revenir pour bien comprendre ce qui se passe à ce schéma-là, de comment circule l'eau dans un arbre. On revient à des choses que Catherine Laine aurait pu nous dire. Un arbre n'a pas de centralité, hein, il n'a pas d'organe vital, du fait qu'il est fixe, c'est trop dangereux d'avoir un organe vital. De ce fait, au lieu d'avoir, nous avons une pompe, hein, qui nous permet d'actionner le système circulatoire. L'arbre, il ne va pas avoir de pompe et la circulation, elle va se produire juste sur un mode tension-cohésion. C'est exactement comme si vous tirez sur une paille, vous buvez à partir d'une paille, qu'est-ce que vous faites? Vous aspirez et l'eau monte. C'est exactement la même chose dans un arbre. C'est-à-dire que l'arbre, en transpirant, il crée un appel d'eau, hein, et donc l'eau rentre au niveau des racines. Donc le principal mode d'alimentation en eau des arbres se fait sur ce mode tension-cohésion. Ce qui veut dire que pour absorber de l'eau, il faut que l'arbre le transpire, l'eau. L'eau dans une plante, elle n'est pas en circuit fermé, elle est en circuit complètement ouvert. Elle ne fait que passer dans la plante. D'accord? Donc, un arbre, et c'est ce qui est aujourd'hui, je recherchais dans les arbres pour la réduction de l'îlot de chaleur urbain, il va transpirer, par exemple, un chêne adulte va transpirer jusqu'à 500 litres d'eau par jour. Mais pour transpirer 500 litres de jour, ça veut dire, hein, ce flux-là, il se fait grâce à la transpiration. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait les 500 litres d'eau qui arrivent. D'accord? Ce qui veut dire qu'en 6 mois, après vous faites les calculs mathématiques, hein, vous pouvez avoir 120 000 litres d'eau, hein, qui sont rejetés par l'arbre. Mais quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il y a 2 possibilités. Si la plante continue à transpirer, parce que je vous rappelle qu'on est dans des périodes de canicule aussi, si la plante continue à transpirer, eh bien on a un risque de rupture de la colonne d'eau par, vous voyez, quand vous êtes au bout de votre verre, vous absorbez plus que de l'eau, ça fait des bulles. Et donc, ces bulles-là, dans le système de circulation, ça crée une embolie. Et donc, le plus grand risque pour les arbres de ces canicules et de stress hydrique, c'est l'embolie.
c'est ce qui amène à la mort des arbres, parce que l'eau ne circule plus. D'accord? L'embolie, elle se fait plus dans les branches ou dans les racines? Alors elle se fait dans les vaisseaux, hein, dans le tronc. Ouais, plutôt dans le tronc. Ouais, dans le tronc. Et donc, voilà un nouveau schéma d'un chercheur de l'INRA qui vous montre les taux d'embolie sur les arbres, l'évolution depuis les années 50 jusqu'à 2021. Et vous voyez clairement que l'embolie augmente, le risque d'embolie augmente de manière extrêmement forte. Vous voyez rien du tout. Alors, que font les arbres pour se protéger face à ça? Une des premières réponses, ça va être de fermer les stomates. Je ne sais pas si vous savez, je vous ai mis ce petit schéma-là, pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est que les stomates. Mais les stomates, ce sont justement ces pores qui permettent les échanges gazeux et les échanges d'eau de la plante. Hein. Vous le savez, les plantes, elles absorbent du dioxyde de carbone, elles rejettent de l'oxygène, elles transpirent. Et donc ça se passe via ces stomates-là qui ont la capacité de s'ouvrir ou de se fermer. D'ailleurs, le signal pour fermer les stomates, pour éviter que la plante transpire, il est induit par les racines. Donc ce sont les racines qui captent l'état de sécheresse et envoient un signal via un enzyme qui est l'acide abscisique qui l'envoie jusqu'aux feuilles et la feuille va fermer ses stomates. Donc en fermant ses stomates, là vous avez des schémas, des diagrammes qui vous montrent les fermetures des stomates en fonction des états de sécheresse et de chaleur, hein, qui vous montrent ici par exemple que quand par une journée très chaude et très sèche, eh bien la plante ne va ouvrir ses stomates qu'entre 6h et 10h du matin. Pour un jardinier, c'est hyper important ça. Parce que ça veut dire que la plante n'absorbe de l'eau, vous l'avez compris, que quand les stomates sont ouverts. Quand les stomates sont fermés, il n'y a plus l'absorption. Il y en a encore un peu, mais ce n'est pas la principale. Donc ça veut dire que l'eau utile, elle va être quand la plante fonctionne. J'insiste là-dessus parce que sur la question de l'économie de l'eau dans les jardins, en Méditerranée, c'est des choses qu'on a beaucoup étudiées. Mais quand la plante se protège en fermant ses stomates, et elle ne va pas faire que fermer ses stomates, je vais y revenir sur ça, mais elle va aussi enrouler ses feuilles. Vous avez déjà vu des feuilles de thym, de romarin, d'olivier qui sont toutes enroulées. C'est aussi une manière de mettre... Les stomates sont sur la face inférieure des feuilles en général. Hein. Donc c'est une manière de les mettre à l'abri, de créer un petit microclimat autour des stomates pour qu'il y ait moins de transpiration. Eh bien, nous, qu'est-ce que c'est notre réflexe en général? C'est de dire oh, la pauvre, elle souffre. Et on va l'arroser. Mais si vous l'arrosez, vous comprenez qu'elle va se remettre en activité, donc reperdre de l'eau. Et en fait, en pensant bien faire, pensant aider la plante, ben vous allez l'amener à perdre de l'eau, en fait. Et ça ne va pas être... Alors, je ne vous dis pas qu'il faut laisser mourir les plantes en été, mais c'est très important de comprendre le fonctionnement des plantes dans ces états de canicule et de sécheresse et comment elles-mêmes elles se protègent. Alors, en fermant les stomates, quand même, la plante se met dans un état d'équilibre complexe parce que elle va naviguer entre deux risques. Elle va fermer ses stomates pour ne pas mourir de soif,
mais en fermant ses stomates, elle n'absorbe plus non plus de dioxyde de carbone, donc il n'y a plus de photosynthèse. Donc si elle ferme ses stomates trop longtemps, elle peut mourir de faim. Donc il faut trouver pour elle un équilibre entre mourir de soif et mourir de faim. Dans la question de mourir de faim, justement pas mourir de faim, souvent les plantes méditerranéennes ou les plantes qui sont dans des climats secs et chauds vont avoir des organes de réserve de ces sucres qui vont leur permettre de passer cette mauvaise saison qui, je vous le rappelle, n'est pas l'hiver, mais dans le cas présent est l'été. Donc on va avoir beaucoup de plantes avec des rhizomes, beaucoup de plantes avec des bulbes qui sont des organes de réserve. L'autre élément, c'est d'avoir, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, des racines extrêmement longues et puissantes qui vont aller chercher l'eau de manière très profonde. Les feuilles, donc ça c'est une autre réponse là qui plastique des feuilles, on en a déjà parlé. Alors, ces réponses des arbres aux canicules et à la sécheresse sont différentes, et vous comprenez vers quoi je suis en train de vous amener, vers où je suis en train de vous amener, vont être différentes en fonction des espèces. Ici, vous avez un diagramme qui vous montre la pression de sève induisant 50% de cavitation, donc la vulnérabilité à la cavitation, avec, ici on est sur les plantes... C'est quoi la cavitation? Alors la cavitation c'est l'embolie, pardon. Ah, excusez-moi, c'est cette pression-là. Ici on a les plantes les plus résistantes à cette embolie, et ici on a les plantes les moins résistantes. Et si vous avez bien compris la démonstration que je vous ai fait jusque-là, eh bien les plantes les plus vulnérables à cette embolie vont être des plantes qui sont traditionnellement liées à l'eau, c'est-à-dire plutôt les plantes de ripisylve. Celles qui ont les flux les plus importants et les feuillages les plus larges aussi. Et donc, les essences, je vous les ai marquées à côté parce que là, vous n'arrivez pas à les lire, mais les 3 premières essences que l'on trouve ici, ce sont l'aulne, le saule et le peuplier, qui sont les essences les plus vénérables. Et si vous avez bien suivi la démonstration, ici, les essences les plus résistantes à la cavitation, eh bien, ça va être les essences méditerranéennes, c'est-à-dire le cyprès, le genévrier, le buis. C'est les trois dernières qui sont là. Pourquoi ? Parce que ces essences ont déjà toutes les caractéristiques pour réduire la transpiration et pour améliorer l'absorption de l'eau avec ses racines extrêmement profondes à aller chercher l'eau loin. Et vous le voyez, donc ici vous avez sur les arbres et les arbustes, sur cet axe-là la vulnérabilité à la cavitation et sur cet axe-là l'aridité des habitats. Eh bien la vulnérabilité la plus faible, c'est sur les habitats les plus secs, paradoxalement. Et la vulnérabilité la plus importante, c'est pour les habitats les plus humides. Et on peut faire la même démonstration sur la structure, la densité du bois, qui va de pair dans les habitats humides, type ripisylve. Les arbres vont pousser vite, ils vont pousser beaucoup plus haut, avec des bois beaucoup plus tendres. Dans les habitats secs, on l'a dit, les arbres sont petits, ils vont être très denses et très trapus.
Et donc, la vulnérabilité à la cavitation, donc à l'embolie, elle va être beaucoup plus grande sur des bois les plus tendres, les moins denses, hein, et beaucoup moins importante sur les bois les plus denses. Les bois plus denses, les bois les plus... Voilà. Et donc, si on met tout ça en dynamique maintenant, on a vu qu'est-ce que c'était la Méditerranée, on vient de voir quels sont les risques induits par les changements climatiques pour les arbres. Si on met tout ça en mouvement, en dynamique, sur cette évolution, sur ces changements climatiques, on va voir ce qu'ont montré les chercheurs. Alors, cette petite diapo pour juste un préalable, pour vous mettre en garde dans la lecture de ce qui va suivre, c'est qu'on va parler donc de ces changements climatiques qui induisent un changement dans les aires de répartition des plantes. Et vous sentez bien que ça aussi, c'est un phénomène qui est déjà en marche, il y a des arbres qui se sentent moins bien maintenant dans certaines conditions climatiques, et en Méditerranée, je peux vous en citer, et d'autres qui vont se sentir mieux dans d'autres espaces. L'ère climatique potentielle, c'est pas une prédiction. Hein. Ce que je vais vous montrer par la suite, je vous dis pas, c'est ce qui va se passer, et les arbres vont filer comme ça. C'est juste, tout va dépendre de l'adaptation à la compétition des nouvelles espèces, des équilibres avec les nouveaux cortèges de pathogènes, de la variabilité génétique, des capacités de migration des plantes, et ça c'est un point dont on va reparler, qui est important, et puis d'un environnement futur qui est non analogue, pas prévu. Aujourd'hui, ça c'est la carte phytogéographique de la France, donc avec les aires, les biorégions de la France. Hein, vous retrouvez la biorégion du thermo- et méso-méditerranéen, donc la Méditerranée ici, et souvenez-vous de la carte de Flao que je vous ai présentée au tout début, et les autres régions. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir cette carte-là. Donc là, on était en 1998. Voilà les prévisions. Non, on a dit que ce n'était pas des prévisions. Voilà l'ère potentielle de l'évolution de ces biorégions en fonction de deux des modèles qu'on a vu du GIEC précédemment. Selon le modèle en 2100, pas loin, hein, d'accord, vous voyez en rouge, donc ça c'est le groupe réunissant les essences méditerranéennes du type genévrier, pin d'Alep, filaire, pistachier. Et les distinctions entre chaque modèle. Mais vous voyez que du coup, cette biorégion méditerranéenne, il faut vous intéresser. Alors, justement, cette aire méditerranéenne, donc, qui couvre actuellement 9% du territoire français, hein, elle devrait s'étendre notamment au détriment de l'ère atlantique, hein, mais aussi du Massif central, des Alpes et des Alpes de basse altitude, pour occuper jusqu'à 28% du territoire. Excusez-moi, la tache bleue qu'on voit sur les deux modèles, c'est le Cantal? Alors le bleu, c'était... pardon, je remonte. C'est des biorégions, hein, donc... Non, mais je veux dire, ça correspond à quelle région en France? Oui, à peu près cette aire-là. Oui, mais c'est quoi? Ouais. Celle-là, là. C'est le Puy. Oui. C'est sûr. C'est le plus haut. Ouais. Allez-y. Ce jeune homme m'a demandé la parole. Je me demande comment on peut avoir une remontée aussi haut d'un climat méditerranéen qui est chaud et sec, mais il y a aussi quand même l'influence de la Méditerranée qui doit influer sur ce climat, et je me demande comment est-ce que... Mais vous savez, ouais, les climats méditerranéens, ils ne sont pas
que lié à la Méditerranée elle-même. La caractéristique du climat méditerranéen, c'est vraiment cette combinaison du chaud et sec de l'été. Et on retrouve le climat méditerranéen dans plusieurs biorégions du monde, hein, c'est ce biome méditerranéen, parce qu'on le retrouve aussi au Chili, en Californie, en Afrique du Sud, en Australie, hein, pas que lié à la Méditerranée elle-même. Mais c'est pas lié quand même à la présence de l'eau d'un front avec non. Enfin, c'est lié quelque part, mais ça remonte. Enfin, vous voyez, dans les autres climats, ça peut remonter très loin. Enfin, très loin. Ce qui, à l'échelle de la planète, ne fait pas si loin quand même. Hein? Alors, si on applique ça à des essences elles-mêmes, hein, eh bien, on voit que, notamment, et ça, vous en avez tous déjà entendu parler, hein, que la niche climatique du être, elle se réduit comme peau de chagrin, et qu'à la fin du XXIe siècle, elle devrait être juste cantonnée. Hein, le être, je crois, c'est 60% de son air qui disparaît. Hein, et donc, elle devrait être juste cantonnée dans les parties les plus hautes et disparaître, notamment de tout le centre de la France. Le chêne vert, c'est la même chose. Ce qu'on voit qu'à l'échelle de la fin du XXIe siècle, donc de 2100, l'ère potentielle, hein, je redis, ne voyait pas le chêne. On va en reparler de ça, parce que derrière, il faut mettre en route tout ce qui, toute la capacité du chêne à migrer. Donc c'est pas, là je vous montre pas un déplacement du chêne, je vous montre l'ère potentielle, hein, du chêne vert, et vous voyez que autour de la Méditerranée, sa vie elle est finie. Quelque chose qui m'interroge aussi là, parce qu'on voit ressortir tout le plateau du Massif central, on n'a pas parlé du sol. Oui. Et en fait, la Méditerranée, c'est quand même des sols massivement calcaires essentiellement. Oui. Alors qu'ici, par exemple, on est sur des massifs granitiques. Oui. Est-ce que du coup, c'est une incidence? Oui, alors ça va avoir une incidence pour les cortèges d'essence, mais il y a aussi des sols qui sont plus acides en Méditerranée, hein, si vous prenez toute c'est le... aussi la question des nappes phréatiques. Oui. Il n'y a pas de nappes phréatiques profondes, par exemple, sur tout le Massif central. Oui. Alors que vous en avez beaucoup plus au sud, il me semble. Avec l'Écosse. On regarde les cartes du BRGM, en tout cas, Oui. les cartes sont Bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est une incidence, notamment? Bien sûr que ça a une incidence. Oui. C'est pour ça que je dis bien que c'est pas, et on va le voir après, c'est pas l'ère de déplacement, mais c'est l'ère climatique favorable ou non à ces essences-là. Où elles étaient aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer demain. Donc bien sûr, il y a tous ces autres paramètres, dont le paramètre de capacité migratoire. Dans ces cartes, il n'y a pas l'aspect géologique qui est pris en compte. Non, c'est vraiment c'est vraiment climatique. Hein, c'est des cartes que vous pouvez trouver sur le net. Hein, alors, depuis, justement, c'est des cartes de 2007. Donc, j'ai appelé Jean-Luc Dupouy pour savoir si depuis, ils avaient fait d'autres travaux ou si depuis, ils avaient fait d'autres modélisations qui viendraient changer ces cartes. Et globalement, non, parce que c'est fait dans une échelle suffisamment grand trait pour que ce ne soit pas modifié. Mais je l'ai eu l'année dernière, j'ai échangé avec lui pour savoir si je pouvais toujours dire ça comme ça. Et apparemment, oui. Alors, juste à titre d'exemple, j'étais mercredi dernier à Ivry-sur-Seine. Le plus bel arbre d'Ivry-sur-Seine, le plus vieux, c'est un chêne de la liberté, enfin un arbre de la liberté, qui est planté à la fin je mets que fin du 18e, parce que j'ai compris qu'ils n'étaient pas
tous d'accord sur la date exacte, donc je ne me prononce pas sur la date, mais c'est un chêne vert. Il est dans quelle zone d'Ivry ? Il est devant, c'est un collège, il est plein centre d'Ivry. Je n'ai plus le nom de la rue en tête, mais c'est vraiment au centre. C'est, je peux vous donner l'adresse. Il n'est pas extrêmement haut. Derrière, vous avez un tilleul, mais les chênes verts ne sont pas très hauts. Mais il était extrêmement vigoureux. Je peux vous dire que là, vous ne le voyez pas bien, ni sur la photo, ni à cause de la luminosité, mais il avait, vous voyez que son pied est parfaitement uniforme, et il avait des pousses partout. Il était extrêmement... Moi, j'étais épatée parce que en Méditerranée, aujourd'hui, les chênes verts, ils sont comme ça. Hein? Alors, vous allez me dire que je peux faire dire n'importe quoi à mes photos, mais n'empêche que, encore en montant ce matin, je regardais les chênes verts, ils sont tous attaqués. Enfin, quand je dis attaqués, je ne sais pas si c'est des attaques ou si c'est des branches qui ont des phénomènes d'embolie. Mais en tout cas, on voit bien que le chêne vert souffre. Quand vous discutez avec l'ONF, moi je travaille pas mal avec l'ONF autour de Nîmes, ils disent que les chênes verts sont dépérissants. Donc on voit bien que ces cartes-là de Badeau et Dupuis, elles sont déjà en marche. Hein? Alors, ici c'est l'impact de la canicule de 2003 sur le pin sylvestre, par exemple. Hein? Donc là c'est un travail de Michel Bennetier de l'INRA à Montfavet, hein, qui vous montre que en faisant la comparaison entre notre fameux pin d'Alep, et on revient à cette dynamique dont je vous parlais tout à l'heure, et le pin sylvestre, eh bien que vous voyez en un siècle le pin d'Alep, mais il ne faut pas le mettre tant sur le compte des changements climatiques que sur le compte de nos changements de modèle de société, mais que le pin sylvestre, lui, il est de moins en moins présent. Pareil, hein, ça c'est les simulations de la productivité des peuplements au XXIe siècle, et on voit que la productivité du pin sylvestre, elle diminue beaucoup plus fortement que le pin d'Alep, qui lui est plus adapté à ces conditions méditerranéennes. Alors, on a c'est ça, il faut mettre tout ça avec des si, hein, c'est ce que je vous disais, c'est le dépérissement du pin sylvestre, il n'ouvre pas immédiatement la voie au pin d'Alep. Pourquoi ? Parce que la dissémination des graines de pin d'Alep ne dépasse pas une centaine de mètres, qu'elles sont souvent liées à l'incendie aussi. Hein ? Qu'il n'y a pas de semencier de pin d'Alep dans l'aire du pin sylvestre. Donc cette substitution, elle ne se fait pas comme ça. C'est ça qu'il faut se dire et bien relativiser les cartes précédentes. C'est qu'ils ne vont pas arriver avec leur petite valise et hop, ah ben voilà, je suis là. Non, ça ne va pas se faire comme ça. Et qu'il y a aussi des arbres et des arbustes concurrents sur place. Donc les remplacements, ils sont en marche, mais que voilà, on a énormément d'inconnus. Et donc le déplacement de la limite, vous allez dire que je radote, hein, mais je ne sais pas que parce que je suis vieille, c'est que parce que c'est important de se le rappeler toujours. Ce déplacement de la limite bioclimatique ne signifie pas le déplacement à court terme des peuplements. D'accord ? D'autant que si on regarde ce qui s'est passé sur les chênes européens, grâce aux travaux d'un autre chercheur, un généticien de l'INRA qui s'appelle Antoine Kremer, de l'INRA de Bordeaux, qui a démontré, grâce aux analyses de l'ADN des restes de chênes dans
tous les sites archéologiques, il montre que suite aux dernières glaciations, les chênes européens, donc le chêne pubescent, le chêne sessile, qui étaient réfugiés dans le sud de l'Espagne, le sud de l'Italie et le sud des Balkans, ils vont mettre 6000 ans à remonter après les dernières glaciations pour repeupler entièrement l'Europe. Et grâce à ces analyses, il est capable de suivre les populations. Donc, en moins de 6000 ans, le chêne européen va migrer pour conquérir. Vous savez que ces chênes-là sont aujourd'hui les arbres européens qui sont les arbres majoritaires. Mais ils ont migré pendant 6000 ans. Aujourd'hui, on n'est pas sur ces pas de temps-là. Et donc, j'en reviens à ce que je vous disais au tout début, c'est que ce qui va coincer, c'est ces questions d'échelle temporelle qui ne sont pas l'échelle de cette crise climatique, la temporalité plutôt de cette crise climatique, elle ne correspond pas à la temporalité de la migration des plantes. Même si ces végétaux, ils ont toujours migré. C'est pour ça que je trouvais intéressant que Catherine Laine termine sur la question des plantes locales, parce que moi, vous l'avez compris, je mets un bémol là-dedans. Parce que qu'est-ce que ça veut dire conserver des essences locales dans un climat changeant? Ça peut être compliqué. Alors, l'ONF, mais c'est aussi controversé pour ces questions de plantes locales versus plantes exotiques. L'ONF, depuis 2011, a mis en place un programme qui s'appelle le programme Giono, qui est un programme de migration assistée des plantes, des arbres, et donc dans lequel ils vont tester des souches méditerranéennes ou d'autres régions plus au nord, notamment les hêtres. Alors ça c'était juste pour illustrer, on le trouve le hêtre, donc, dont on a vu que l'air potentiel va diminuer beaucoup. Eh bien, ils vont chercher notamment des hêtres à la Sainte-Baume, qui est la population la plus basse de hêtres en France, qui est à Marseille, et ils vont faire des essais de ces hêtres-là plus haut dans le nord. Ils font pareil avec des chênes. Ils testent toute une série de plantes, mais effectivement, vous comprenez que ces programmes sont du test. Il n'y a rien qui est sûr derrière, et on est vraiment dans un temps d'incertitude. Alors face à ça, moi, quelle est ma réponse? Et ça sera ma conclusion également dans cette présentation. Donc, vous avez vu que ma question du départ, en fait, je suis désolée, mais je n'ai pas répondu, vraiment. Et que je n'y réponds que par d'autres interrogations. On comprend ce qui se passe, on comprend dans quel contexte on est, mais on est aussi dans ces échelles temporelles et spatiales qui font que rien ne s'ajuste vraiment. Et donc, ce point d'interrogation, au départ, j'en avais mis plein partout sur ma diapo. Après, je les ai enlevés parce que je me suis dit non, il ne faut pas exagérer. Mais on comprend que ce qu'il nous faut, enfin, moi, c'est ma proposition, c'est surtout être extrêmement attentif et bienveillant. C'est-à-dire, moi, ma proposition, elle n'est pas alors vous ne voyez pas très bien non plus, mais
c'est un schéma que j'aime bien présenter parce que j'ai la même proposition pour l'arbre en ville. C'est-à-dire, avant de parler d'essence, de quelles sont les essences qui vont être les essences miracles, ce qui est un peu dangereux parce qu'à partir du moment où vous allez annoncer, de mon point de vue, cette essence est mieux que telle celle-là, bien tout le monde va se ruer dessus sans qu'il y ait de réflexion derrière. Et pour moi, la solution, pas la solution, mais une des pistes en premier, ça va être de retrouver de l'attention à nos paysages, alors sans retomber dans des schémas agro-silvo-pastoraux tels qu'on les a eus depuis 2000 ans en Méditerranée, mais de retrouver, en fait, je trouve qu'avec cette diapo, je serais presque à la conclusion de la conférence de Catherine Lane, c'est-à-dire de mettre les arbres en capacité d'exprimer tout leur potentiel. Et vous avez vu, et Catherine l'a dit aussi, la terrestrialisation des plantes, elle s'est faite il y a, vous vous souvenez combien elle a dit ? 550 millions d'années, non ? Oui, moi je dis la terrestrialisation, mais c'est dans ces échelles-là, c'est-à-dire le moment où les plantes sont sorties de l'eau pour partir à la conquête des continents, c'est 470. Mais bon, à quelques dizaines de millions d'années, on ne va pas chipoter, d'accord ? Mais c'est dans ces ordres-là. Nous, Sapiens, vous vous souvenez ce qu'elle a dit ? L'homme moderne, 300 000 ans. Donc moi j'ai fait le calcul, ça fait un rapport 1333 fois plus longtemps que nous sur cette planète. Donc vous imaginez bien que si on met la végétation dans des conditions qu'elle puisse exprimer toutes leurs stratégies, leurs aptitudes, elles vont certainement y arriver. Mais à nouveau, excusez-moi de radoter, ça ne sera pas forcément dans les échelles temporelles que nous envisageons. Et c'est ça qui est compliqué pour nous. Peut-être la nature, elle a de la résilience, elle va se débrouiller sans nous. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire, que vous dites plus clairement. Ça n'empêche pas d'essayer de faire quelque chose pour que voilà. ça va vite. Et pour moi, en fait, ce qui montre, c'est qu'avant tout, il nous faut être bienveillant vis-à-vis de cette végétation. Et par exemple, moi, quelque chose que j'aime bien dire, c'est permettre aux formations végétales et aux arbres de faire société. Vous avez jamais vu un arbre vivre tout seul ? Sur un parking dans le béton, oui. Mais dans un environnement, non. Pourquoi ? Parce que, Catherine a commencé à vous le dire, il y a rien de scientifiquement prouvé, mais on sent bien qu'il se passe des choses, et notamment qu'il se passe beaucoup de choses là-dessous. Et moi, je pense qu'il faut miser, il ne faut pas attendre de tout connaître. Il faut miser sur ce que l'on voit, ce que la nature nous apprend d'elle-même. Moi, j'aime, et je terminerai vraiment par là, j'aime bien citer un exemple. J'ai des arbres un peu fétiches comme ça, de mes arbres fétiches, et je ne pouvais pas ne pas en parler aujourd'hui, c'est le figuier. Le figuier, c'est l'arbre qui nous accompagne, nous, depuis le plus longtemps. Ça fait 11 400 ans qu'on a domestiqué, entre guillemets, les figuiers. Donc, on se trimballe avec des figuiers, que des figuiers se trimballent avec nous. Vous savez, depuis quand on a décrit la pollinisation du figuier ?
Ça fait 50 ans. C'est dans les années 70 qu'un chercheur de Montpellier a décrit exactement, je ne vais pas me lancer dans la pollinisation du figuier, mais ça fait 50 ans qu'on sait exactement ce qui se passe. Pour autant, les agronomes de l'Antiquité décrivaient déjà non pas la pollinisation du figuier, mais une opération culturelle qui était extrêmement importante, qui visait à aller chercher des branches de figuier sauvage avec des figues, enfin, ce qu'on appelle le figuier sauvage, et d'aller les pendre dans les figuiers domestiques. Ils ne savaient pas du tout à quoi ça servait, mais ils savaient que comme ça, ils avaient de meilleures figues. Et aujourd'hui, les scientifiques savent exactement ce qui se passe, mais tout le monde a perdu ce geste de la caprification. Et moi, un de mes combats, c'est de retrouver ces gestes empiriques que l'on perçoit, même si on ne connaît pas tout. Et cette question de la bienveillance, de remettre les arbres en société, elle me semble extrêmement importante, même si on n'arrive pas à tout décrire. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Vous avez peut-être des questions? On peut peut-être planter de l'olivier, du chêne. Non, mais c'est ça justement, faut arrêter d'essayer de trouver l'arbre magique qu'on va pouvoir planter maintenant. Les paysans d'ici, c'est pas grave, on va mettre du cèdre du Liban. Non, c'est pas ça la solution. Effectivement, penser d'abord au sol, rendre les sols vivants, laisser les arbres faire société. Les greffes sur le frêne, apparemment, c'est la même famille. C'est la même famille. Peut-être faire des essais, c'est intéressant. Faites comme vous voulez. Mais voilà, c'est exactement ce que vous avez vu. J'essaie de ne pas poser parce que il me semble que tout ça, alors je ne veux pas refaire une conférence sur une autre chose, mais il me semble que penser d'abord l'espèce avant de penser les conditions, c'est voué à l'échec si on ne change pas. Parce que je repense aux arbres en ville. Les arbres en ville, notre palette végétale d'arbres en ville, qu'est-ce que c'est? C'est le platane, le tilleul, le marronnier. Ce sont des arbres, c'est la palette végétale mise en place par Alphand au milieu du 19e. En un siècle et demi, on a bousillé toutes ces espèces. Ce n'était pas des questions de changement climatique à cette époque-là. C'est juste qu'on n'a pas pris en compte la vitalité de l'arbre. C'est-à-dire on a pensé les arbres comme du mobilier et non pas comme des êtres vivants. Et moi, ce que j'essaie de dire à travers ça, c'est que si on continue à rentrer par l'espèce miracle avant de penser à l'être vivant qui a besoin d'un milieu de vie pour s'exprimer, et notamment, comme vous dites, d'un sol vivant, parce que beaucoup de choses vont passer par là, et bien ça ne marchera pas plus, quelle que soit l'espèce. C'est ma conviction. Donc, c'est pour ça que je commençais en parlant des paysages et de l'attention aux paysages, qui me semble être un élément important. Respecter leur vie et leur place. Et faire en sorte qu'ils puissent déployer toute leur stratégie. Pardon. Qu'est-ce que vous pensez de certaines associations qui disent c'est simple, on ne va pas dans le territoire, puis on ne touche plus, on laisse la forêt vivre sans rien faire, c'est-à-dire on ne l'exploite pas, on laisse tout pousser. Les réserves de oui, vie c'est sauvage. la première. Laisser faire la nature. Les zones de libre évolution, oui. Mais oui, moi je trouve que c'est intéressant parce que simplement il va falloir tenir à l'échelle du temps de l'arbre. Donc honnêtement, vous avez compris que je ne me positionnerai pas parce que, vous avez vu mon âge,
je ne serais pas là. Moi, je ne sais pas, mes parents, mes grands-parents, ils étaient paysans, ils plantaient des arbres pour les arrière-petits-enfants. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, les petits-enfants. Alors, moi, une chose qui est sûre, c'est que je pense que l'acte de planter, je travaille sur une forêt qui a brûlé. Et qui a brûlé en 2019. Et donc aujourd'hui, je travaille avec la mairie et l'ONF sur un projet de renaissance de la forêt. Et donc, on a toujours une vision de la plantation. C'est-à-dire, et il me semble que dans cette vision de la plantation, je vais peut-être un peu trop loin dans ce que je dis, mais quand même, j'essaie de vous mettre de petits germes d'idées, que dans cette vision de la plantation, on est quand même toujours en surplomb sur les capacités du règne végétal. Et j'ai eu tout le mal du monde à j'allais dire, contraindre. Il y avait une association de dames bénévoles extrêmement gentilles et vraiment qui donnaient beaucoup d'énergie pour monter une opération de replantation de la forêt par les enfants. Et j'ai tenu, avant ça va se faire, que les enfants aillent replanter des choses, mais j'ai tenu à ce que tous les enfants qui participent à cette opération, avant ça, ils aillent sur cette forêt et qu'ils voient tout ce qui repousse sans qu'on le plante. Qui pour moi est l'avenir de cette forêt. Parce que ce qu'on va planter, mine de rien, c'est déjà des sujets qui ont été cultivés dans des pots dans lesquels on a bousillé les systèmes racinaires. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système racinaire, et que l'on ne voit pas, c'est la partie la plus importante de la plante. Notamment face au changement climatique, parce que c'est ces premières racines pivotantes qui vont aller chercher l'eau loin et qui vont installer. Quand vous regardez, on a l'impression... Alors ça nous ramène aussi à une autre notion sur laquelle on est en surplomb, nous, c'est la question de la fertilité. La question de la fertilité, on la met tous... Je dis inconsciemment, pour nous, la fertilité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'humus, c'est le jardin potager, et si vous allez un peu plus loin, c'est le paradis. Et pour autant, les sols méditerranéens, qui sont que de la caillasse, ils sont fertiles pour les xérophytes, qui savent aller chercher loin, avec des racines très fines, s'installer et aller chercher loin. Et donc, j'essaie de pousser tout le monde dans ces retranchements pour arrêter, pour rompre avec certaines visions qui sont extrêmement bienveillantes, mais qui, à mon avis, on va être obligé de dépasser. Moi, je pousse un peu, par exemple, les maires dans leur retranchement en leur disant, moi, je trouve que l'arbre en ville, on aura gagné le jour où on sera capable d'accepter les arbres qui poussent tout seuls dans la ville. Et donc pas à l'endroit où on a décidé qu'ils soient et où on les a plantés. Et ça, on en est loin quand même. Et je ne vous ai pas parlé de l'élante encore, mais vous voyez, je pense qu'il y a quand même, dans notre rapport au végétal, toute cette révolution à faire qui passe par une meilleure compréhension, une meilleure vision de l'arbre. Francis Allais a l'habitude de dire, mais moi, et je peux dire la même chose, même si je suis un tout petit peu plus jeune, que l'arbre qu'on nous a enseigné quand on était jeune, c'est plus du tout l'arbre qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, ce qui veut dire que toutes nos manières de faire, elles doivent prendre en compte ça également. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail pour déconstruire toute notre vision, et même notre vision de la plantation, par rapport à des espèces spontanées. Et vous voyez que c'est pas la même chose de parler des espèces spontanées que de parler des essences locales. Je parle pas de la même chose.
C'est ça, hein, on peut ressortir en faisant tout ça. La forêt n'est pas un potager. Alors encore que dans la forêt, il y a de l'humus, hein, mais en Méditerranée, c'est pas sur l'humus que se fait la fertilité. Parce que le pain d'Alep, justement, en fait ici, par exemple, les arbres pionniers, c'est des bouleaux qui ont l'humus. Le pain d'Alep, j'imagine que... Je vous montrerai les photos, c'est dommage, on va s'arrêter, mais j'ai des photos de pin d'Alep dans des carrières, c'est absolument somptueux. Le pin d'Alep est tombé, et en fait, il y a juste une espèce de galette, mais une crêpe, c'était massif. Et du coup, c'est pareil, il va y avoir un changement de la structure du sol, forcément. Parce qu'aujourd'hui, ici, quand on a, en forêt, on est sur le Massif central, on est sol assez profond. J'imagine que, du coup, si ça fleurit, ça n'a pas peu d'apport de matière carbonée. Du coup, finalement, la structure va... Oui, sauf... Après, vous voyez, c'est pour ça que la prédiction, elle est compliquée, mais par exemple, les sols tropicaux, c'est des sols extrêmement pauvres. La richesse, l'humus, il se recycle sur lui-même sans arrêt. Si vous n'avez plus la forêt, le sol devient désertique en 3 ans. Donc c'est vrai que c'est tout un cycle en fait. Tout est imbriqué dans tout. Vous avez raison. Et la question du sol est extrêmement importante. La vie, notamment, c'est essentiel. Ouais. Oh, pardon. Quand vous proposez de laisser l'arbre présenter ses potentialités et le laisser être résilient, en fait, à quel point on peut concilier ça avec... parce qu'en fait, je vois bien comment, pendant une déglaciation, lentement, l'arbre peut remonter en Europe. Mais comment, lors d'un changement climatique très rapide, est-ce que l'arbre peut être résilient, vu que vous avez parlé d'échelles de temps très longues? Alors, vous voyez, il y a 2 choses dans votre question, il me semble. Parce que, à la fois, dans les chaînes, vous évoquez la migration, et de l'autre côté, vous évoquez la résilience, ce qui sont 2 choses différentes. Dans la migration, ce que je dis clairement, c'est que les changements climatiques, là, on n'est pas dans l'échelle temporelle des migrations naturelles. Après, il y a aussi des adaptations. On parlait d'épigénétique tout à l'heure. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, il y a ces questions-là d'adaptation des plantes. Et puis, il y a la question de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'humains? Et c'est là où je parle de bienveillance, c'est-à-dire notamment dans les villes ou dans les espaces qui sont anthropisés, qu'il est important d'avoir ce regard-là pour favoriser les sols vivants, par exemple, favoriser le fait que la plante puisse faire société avec d'autres végétaux. Il y a des choses moi, sur lesquelles j'aimerais beaucoup que les chercheurs travaillent. Il y a beaucoup de travail sur les mycorhizes, par exemple, hein, et on sait que depuis la terrestrialisation, l'apparition du groupe des champignons, elle date de la terrestrialisation. Donc, depuis 450 millions d'années, champignons et arbres sont ensemble. Il y a quelque chose, moi, dont j'aimerais beaucoup qu'on étudie, c'est l'action de toutes les plantes de lisière, les plantes d'interface. Parce que je pense qu'elles doivent être très utiles, ces plantes d'interface entre 2 milieux, pour passer d'un milieu à l'autre. C'est purement empirique ce que je vous dis, c'est intuitif, c'est pas posé là, mais j'étais très contente de voir par exemple qu'il y a un livre qui vient de sortir sur les lianes, qui est un groupe de plantes extrêmement peu étudiées et extrêmement peu utilisées. Alors que ces lianes-là, que les lianes, vous allez, alors pas dans les forêts tropicales, mais dans les forêts tropicales, dans les forêts tempérées, ce sont des plantes de lisière. Donc on retrouve dans ces écotones entre 2 milieux, qui sont souvent les milieux les plus riches. Et donc moi, de manière un peu intuitive, je me dis peut-être que c'est là qu'on va trouver des plantes qui sont aidantes par rapport à tout ça. Aidantes, ça veut dire
aidantes. Qui peuvent aider. Comme aider à passer. C'est aidante. Un peu comme un aidant, vous savez, les personnes qui accompagnent. C'était très intéressant, vraiment. Oui, merci. Écoutez, on va pouvoir s'arrêter là, peut-être. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.